Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et j'ai pu tester le Mavic Air 2. Quoi? Vous ne croyez pas? Vous me croyez vraiment? Mais vraiment pas? Je vous montre les images tout de suite. On va s'intéresser en tout premier à la partie drone et on va zoomer sur le système d'hélice. Parce que contrairement à ses prédécesseurs, il y a une petite subtilité, c'est que les hélices horaires ou anti-horaires, on peut les placer n'importe où si on ne respecte pas bien les pictogrammes, on risque d'avoir quelques soucis. Il y en a qui ont essayé. Oui, alors pourquoi DJI a perdu contre Autel? Parce que Autel avait déposé le brevet pour ce système de détrompeur, en fait, de blocage des hélices. Et depuis le Mavic Air 2, ils ne peuvent plus l'utiliser. Donc tous les prédécesseurs ont ce système. Donc vous pouvez mettre les hélices anti-horaires que sur les moteurs anti-horaires et vice-versa, mais plus sur le Mavic Air 2. Soyez super vigilants. Mais DJI Fly vous le rappelle de toute façon quand vous l'allumez. Rappelez-vous bien de cela avant de décoller, sinon il va faire la crêpe. Les batteries, et pour le coup, on en avait 9. C'était royal. Alors là, franchement, on a pu pousser les tests jusqu'au bout. C'est 34 minutes d'autonomie, on y reviendra plus tard. C'est pas ce qui nous intéresse là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites languettes métalliques qu'il y a sur le côté du drone, mais aussi sur le châssis. On trouve des capteurs de part et d'autre, là où on va mettre la batterie. Ça sert à quoi? Tout simplement, le drone ne pourra pas décoller si la batterie n'est pas bien enclenchée. Ça évitera de décoller, de pousser un petit peu trop les sticks et que la batterie se décroche et que votre drone finisse je ne sais où. Donc si c'est mal enclenché, ça ne décolle pas. Comme son prédécesseur, le Mavic 2 Pro, on retrouve une petite lumière de position juste en dessous qui s'allume quand il y a peu de luminosité en mode automatique. Après, vous pouvez l'éteindre en mettant non ou vous pouvez le laisser allumer en permanence, par exemple pour repérer votre drone si vous ne le voyez pas trop par rapport au contraste avec le drone et le paysage, par exemple. Ou si vous voulez faire des belles photos, en tout cas avec votre drone au-dessus de vous qui vous éclaire. Bien sûr, pas de vol la nuit, pendant la nuit aéronautique, c'est-à-dire 30 minutes après le coucher du soleil ou 30 minutes avant le lever du soleil. Sur le drone, comme vous avez pu le voir, on a 4 capteurs qui voient assez bien. Ces capteurs, faudra pas non plus, comme pour n'importe quel autre drone, vous fier à 100% à ça. Surtout qu'il n'y a pas de capteurs latéraux, donc du coup vous risquez quand même d'avoir une collision si vous faites des mouvements latéraux et larges. Et il peut, comme tout organe électronique, avoir une panne, donc il faut vraiment rester à 100% vigilant et ne pas compter à 100% sur ces capteurs-là. Alors, le drone, lui, il tient dans la paume de ma main. Honnêtement, il fait 570 grammes, 567 grammes. Très léger. Il est d'une bonne construction, franchement. Ça ressemble pas à un jouet. Les hélices sont bien assez grandes. La nacelle, elle, est bien solide. Faudra pas non plus se cracher avec et tout. Mais voilà, ça fait très solide comme construction. Et du coup, on s'est aussi posé la question de la visibilité du drone vu sa taille. Donc, on a testé en vol à vue jusqu'à quelle distance à peu près on peut le voir. Et bien on est allé jusqu'à 450 mètres. Au-delà, honnêtement, je pense que c'est pas forcément possible de voler à vue avec ce genre de drone là. Et on l'a fait par beau temps, temps clair, et avec un ciel
ultra bleu, il y avait zéro nuage ou voilà, que des filets, mais rien de spécial. Donc on le voyait extrêmement bien. Si vous vous demandez quel bruit fait le drone, quel bruit, c'est un bruit assez aigu, je vous laisse juger un petit peu, écoutez ça. On a fait quelques allers-retours avec le drone de haut en bas, hein. On s'est éloigné un petit peu, donc vous entendez quand il est loin, quand il est tout près, ça fait moins de bruit avec les hélices Low Noise, hein, ces hélices designées par DJI. Et c'est plutôt un point positif en tout cas pour ce drone, fait quand même moins de bruit que son prédécesseur, le Mavic Air première génération. La caméra, elle, c'est une caméra 4K, un capteur 4K, hein, 3840 par 2160, hein, si on veut des chiffres. Vous voulez des chiffres, je peux vous en balancer, mais bon, hein, ça va pas servir à grand chose. L'ouverture est très importante parce que c'est une ouverture à f2.8. f2.8, c'est ce qu'on retrouve sur les bons objectifs d'appareil photo. Honnêtement, quand vous êtes sur du f2.8, vous avez une belle ouverture, donc pas mal d'entrées de lumière, ce qui est très important en vidéo pour éviter d'avoir du bruit dans l'image. Mais aussi, cette caméra dans le pack Flymore Combo est accompagnée de filtres ND. DJI a mis ça en place. Alors, ça me chiffonne un petit peu parce que les filtres qui sont utilisés, il va falloir en racheter quelques-uns quand même. Parce que là, on a du 16, 64 et 256. Le 16 est totalement justifié, c'est par temps ensoleillé. Le 64, honnêtement, je pense qu'il faut vous rapprocher vraiment du soleil pour pouvoir utiliser le 64. Vraiment. Quant au 256, bah là, j'en vois pas l'utilité. Ou peut-être pour la photographie, si vous voulez faire de la pose longue. Alors, si Freewell sort, ça serait pas mal au final, c'est aussi un filtre VND, donc un filtre ND variable, comme il l'a fait pour le Mavic 2 Pro, le Mavic Air, le Mavic 2 Zoom. Ça vous évitera d'avoir une pléthore de filtres ND. Sur vous, vous n'avez qu'un seul, c'est super pratique. Et vous n'avez plus qu'à régler avant le décollage et go, on est parti. On n'en parle plus. La radio, je la pensais vraiment plus imposante que ça, plus grosse, bien à ma taille avec mes mains de géant. C'est pas du tout le cas, elle est assez compacte, elle a une grosse autonomie grâce à la batterie qui prend toute la place dans la radio, ce qui est logique. Et merci DJI, elle est ergonomiquement logique. Quand je dis ergonomiquement logique, on a donc les commandes en bas et l'écran au-dessus, ce qui pour moi c'était une évidence depuis le début. Même avec le smart controller, j'ai de la peine parce que même avec mes grosses mains, ben ça touche. Ça évitera enfin d'avoir ce sacré torticolis, hein, de se baisser tout le temps, hein, c'était vraiment pas pratique. On devait avoir tout un tas d'adaptateurs pour pouvoir le mettre au-dessus. Là, on est quand même beaucoup mieux, et surtout que ce port téléphone fait aussi office d'antenne. Quand on parle des antennes, on parle aussi du système de transmission radio. Et le système de transmission radio, c'est de l'OcuSync 2.0. C'est le système de transmission radio le plus fiable, c'est du Made in DJI, hein, et il y a une fiabilité énorme qui peut pousser très loin. On voit la vue de toute façon, donc ça sert pas à grand chose, hein, d'aller voler très loin, mais déjà à proximité, ça nous donne une grosse sécurité par rapport à cette transmission radio et par rapport aussi au Wi-Fi qui se faisait avant. Donc c'est un gros changement, une très bonne évolution, et ça c'était très attendu sur ce modèle-là. Et pour ce test, j'ai eu la chance de tomber sur Vladimir sur un groupe Facebook, de lui commander une pièce modélisée par lui-même et imprimée par ses soins pour mon iPad Pro 12/9. Donc j'avais un écran géant avec une diagonale de 13 pouces, voire piloté. Vous vous dites que c'est lourd? Non, pas tant que ça, honnêtement. Et j'ai pas des énormes muscles, hein. Mais c'est largement supportable, complètement agréable de pouvoir voler dans ces conditions-là, surtout que l'écran est assez lumineux, même en plein soleil. La pièce, elle se résume à ça, c'est juste ça. Ça se met donc ça s'accroche, hein, c'est modélisé exprès pour que ça s'accroche dans le porte smartphone. Et ici, voilà, ça s'accroche sur l'iPad Pro et c'est tout.
Il existe pour différentes tailles. C'est modélisé, donc c'est modifiable à volonté. Je vous laisse l'adresse mail de Vladimir dans la description juste en bas. Contactez-le pour avoir cette pièce. Je vous assure, c'est super intéressant et c'est très bien fait. Testé et approuvé. Ça coûtera moins cher qu'un support à 19 ou 29 ou voire plus qu'on avait avant pour les radios de Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mavic Air et toutes les autres au final. Le Mavic Air 2 prend exemple sur ses prédécesseurs. On peut démonter les sticks, les placer en dessous. C'est pratique pour le glisser dans son sac à dos. La batterie, comme je l'ai dit, c'est une très grosse autonomie. On n'a pas utilisé toute la batterie, on a utilisé un petit point sur tous les vols qu'on a pu faire. Et on en a fait des vols. Vous pouvez recharger votre smartphone en toute tranquillité, sachant que la batterie, elle tient quand même très bien. DJI Fly, comment vous dire, c'est pour quelqu'un qui vient de DJI Go 4, il y en a beaucoup d'entre vous, vous trouverez moins de réglages. Moins de réglages comme la mise au point manuelle, même si vous ne l'utilisez pas forcément, mais même la mise au point en touchant des points sur l'écran, des endroits, des zones, c'est plus actif, c'est plus possible. Vous saviez quand vous pouvez régler quand la batterie va se décharger, ça aussi, c'est pas possible. Le réglage des sticks aussi, le réglage du comportement des sticks, le XP, ça aussi, on n'a pas accès. Et on n'a pas accès non plus au comportement du freinage du drone si on veut un freinage assez sec ou quelque chose d'assez doux. Et à mon sens, c'était essentiel de le mettre en place là-dedans parce que, enfin voilà, c'est essentiel. Comme par exemple, la vitesse d'inclinaison et l'amortissement aussi de la nacelle pour avoir le mouvement le plus doux possible, le plus cinématographique possible. C'est pas le drone qui doit s'adapter à nous, mais c'est l'inverse. C'est nous qui devons nous adapter au drone. Après, honnêtement, il n'est pas compliqué pour la prise en main. Franchement, on retrouve rapidement ces marques au niveau de la nacelle et tout, mais ça aurait été quand même préférable de pouvoir accéder à ces réglages-là. On est d'accord. On va résumer le tout avec DJI Fly. Honnêtement, cette app vous permettra de régler efficacement et rapidement votre drone avant le vol, pendant le vol. Pas de trucs trop compliqués, on s'encombre pas des détails, ainsi de suite. On va à l'essentiel et je pense que c'est ce que beaucoup de gens demandent, d'aller à l'essentiel. Si vous êtes un utilisateur un peu plus avancé, que vous avez l'habitude de gérer beaucoup plus de choses, ça vous frustrera un peu. Mais bon, on est quand même d'accord qu'on a le mode manuel. On peut régler la vitesse d'obturation et l'ISO parce que ça nous permet de mettre des filtres ND. On va se focaliser en vidéo sur la 4K. On est d'accord? Je pense que très peu d'entre vous passeront à la 2,7K ou au 1080 parce que la 4K, c'est l'argument fort marketing pour ce Mavic Air 2. On va essayer de faire simple pour vous expliquer pour les codecs. Alors, il existe deux codecs, le H264 ou le H265 ou aussi appelé le HEVC. Le H265, c'est un peu un codec qui demande pas mal de ressources sur votre ordinateur. Alors pourquoi je dis ça? Ça va être tout simple, vous allez comprendre. La 4K, en mode normal, on peut avoir les fréquences d'image de 24 images par seconde à 60 images par seconde. On va scinder en deux ces choses-là sur DJI Fly. Donc les codecs H264 et H265 sont disponibles avec le 24, 25 et 30 images par seconde. Et le 48, 50 et 60 images par seconde seront disponibles uniquement avec le H265. Mais honnêtement, après le 60 images par seconde ou même le 50 ou le 48, c'est plus pour faire des ralentis, des choses comme ça. Si vous filmez et que vous voulez avoir un rendu cinématographique, le 24 ou le 25 images par seconde suffisent amplement. Donc vous aurez le choix de ces deux codecs et le problème est réglé. Pour le HDR, c'est à peu près la même chose. Il est disponible en 24, 25 et 30 images par seconde. Pour le slow motion, avec lequel on s'est un petit peu amusé, en 120 images par seconde ou en 240 images par seconde,
c'est là une résolution en 1080p. Pareil, c'est pas des modes que vous allez utiliser tout le temps, des utilisations très précises, mais bon, on a quand même bien rigolé en utilisant parce que c'est bien marrant de se voir au ralenti à 120 images par seconde ou 240 images par seconde. Juste pour ça, essayez-le. Pour les modes photo, donc là, on sait qu'on a un capteur de 12 mégapixels, 4000 par 3000. Même si en hyperlapse, on peut prendre des 8000 par 6000. Alors, ça, c'est le deuxième mode. C'est le mode 48 mégapixels avec la technologie Quad Buyer. Pour cette technologie-là, je vous conseille de vous référer plutôt à la vidéo de Paladrone qui a très bien expliqué ça en fait sur sa vidéo. Je vais pas le faire ici parce que je suis pas l'expert là-dedans et franchement allez-y. Allez-y, allez voir et vous allez tout de suite comprendre. En gros, donc voilà, on quadruple la résolution. Ça ne veut pas dire quadrupler la qualité, bien sûr, derrière. Et ça, on le verra après dans le test de la photo. Mais bon, en gros, vous pouvez avoir une photo de 48 mégapixels. Le mode Smart, lui, il va reconnaître un petit peu les scènes. Il va peut-être mettre du HDR. Il va être intelligent et c'est un petit peu le mode automatique en fait. Le mode AEB, c'est du bracketing. Donc, ça va prendre 3, 5 ou 7 photos avec différentes expositions. Hein. Et ça, vous pourrez aller fusionner ces photos sur un logiciel en post-traitement pour obtenir le meilleur de votre image, le meilleur contraste, couleur et ainsi de suite. En vidéo, on a les modes Quick Shot. C'est des modes vidéo automatisés comme fusée, comme spirale, comme drone qui vous permettront de faire des mouvements bien sympas comme des spirales. En gros, des mouvements qui ne sont pas forcément faciles à faire manuellement. Et là, on vous le donne en automatique. Donc l'un dans l'autre, c'est bien sympa. Il faut essayer aussi. Et on s'attaque aussi au mode Hyperlapse 8K. 8K, c'est plus pour le côté marketing, honnêtement. Donc là, je dirais c'est mélange photo-vidéo. Donc un Hyperlapse, c'est prendre des photos à un intervalle régulier. Et donc ces photos-là vont représenter une image parmi les 24 ou 25 images par seconde. Ce qui va faire que le temps a l'air de passer extrêmement rapidement. Il y a plusieurs modes. Donc pour cet hyperlapse, le mode libre, donc là c'est vous qui choisissez où le drone va. Il va falloir faire attention, pas de gestes brusques ou quoi que ce soit. Vous pourrez régler aussi la vitesse. Ensuite, on a le mode cercle, donc le drone va tourner autour d'un point d'intérêt afin de faire cet hyperlapse avec le changement du temps. Il y a le course lock. Le course lock, c'est-à-dire qu'on va lui donner une direction, mais on peut lui donner aussi un point d'intérêt à suivre en fait. Donc il va faire une ligne droite et puis voilà. Honnêtement, le drone, enfin la caméra pourra être pointée sur un point d'intérêt autre que dans la direction de la course en fait, de la ligne. Et vous avez aussi le mode waypoint. Le mode waypoint, vous allez lui indiquer plusieurs points de passage. Il va juger si c'est possible ou pas, bien sûr. Après, vous allez lancer tout ça et lui, il va faire ce petit tour. Vous, ce que vous avez à choisir, en tout cas, normalement, c'est l'intervalle de temps, le temps total que vous aurez en vidéo à la sortie, et ça va vous donner le temps que va mettre le drone à faire cette action-là, cet hyperlapse. Donc, il va falloir veiller non plus à ne pas dépasser les 34 minutes, on est d'accord, sinon le drone, de toute façon, il reviendra tout seul, il y a le RTH qui va se déclencher. Et vidéo en commençant par la photo. Et j'aimerais remercier tout spécialement Johan qui m'a accueilli toute cette journée, avec qui j'ai pu tester son Mavic R2 et qui m'a permis de faire tous les plans que vous avez pu voir. C'était vraiment génial. Merci à lui, merci beaucoup. Voilà toutes les photos en fait qui ont été réalisées pendant ce test. Donc en 12 mégapixels, 48 mégapixels, en mode smart, en bracketing, enfin voilà, pas mal de photos. Donc on va commencer déjà dans un premier temps par le mode smart. Ici c'est une photo qui a été prise donc avec la détection de scène, le HDR ou pas, enfin voilà, c'est en tout automatique comme vous pouvez voir
ici un petit peu dans les EXIF, hein, ce qu'on appelle les informations de la photo. Donc on voit bien que qu'on est en 12 mégapixels en format brut DNG, celui de DJI. Et là on voit quand même que ça va. Alors par contre c'est juste ici, c'est assez sombre le premier plan. Bon, ça permet au ciel du coup d'être assez bleu, assez sombre et pas trop brûlé. On avait un ND16 sur l'objectif, donc ça allait. On passe maintenant aux 12 mégapixels. Donc on a ces deux photos là qui ont été prises. Alors là je dirais que c'est une 12 mégapixels avec les réglages automatiques. Là c'est plus du smart. On va commencer par le 12 mégapixels. On va zoomer un petit peu dans l'image. Hein. On voit les détails, ça va, c'est pas trop dégueu. L'ensemble, hein, comme ça, honnêtement, 12 mégapixels, la photo paraît bien. Quand on va zoomer dedans, bien sûr que ça va pixeliser, c'est du 12 mégapixels et on est sur un grand écran, donc c'est logique. Elle conviendra parfaitement pour publier sur Instagram ou autre. On va regarder maintenant le mode 48 mégapixels. Alors, on va prendre une photo identique, bien sûr, et là, on va s'approcher 200% et voilà, je vais zoomer un petit peu autour de moi. Là, on a vraiment le mur, hein, c'est vraiment ça. Ce qui arrive, c'est qu'on a des artefacts qui se collent à la texture de tout, que ce soit là, que ce soit sur la route aussi. On a tout ça, ça vient un peu gâcher la photo si on vient un peu zoomer à l'intérieur. Après, bien sûr, quand on prend de l'extérieur, voilà, hein, honnêtement, on voit pas grand-chose. Mais quand on commence à zoomer, si on veut zoomer, recropper dans l'image, c'est un peu dommage, ça gâche un petit peu la chose. Alors, si là je prends par là, voilà, je zoome, vous voyez ici, on n'a pas cet effet là, hein, on n'a pas ces artefacts qui apparaissent. Et là directement, par exemple, pareil, sur cette photo là, on a les artefacts. Le bitume ici, il perd toute sa texture, hein, on voit plus grand chose. Pareil ici pour les plantes. Vous voyez, ça commence à faire une espèce de bouillie en fait de pixels. C'est pas très chouette. Alors pour le mode bracketing, donc là j'ai fait donc avant et après hein, ici. Donc là pour la première on est à moins 1,7. Ici on est à moins 1. Et là pour celle-ci on revient à 0. Hein, voilà, c'est 3 expositions complètement différentes. De ces 3 photos-là en bracketing, on peut obtenir dans Photoshop cette photo-là finale. Alors oui, peut-être qu'il y a un petit peu trop de saturation, ça se corrige. Pareil pour le contraste et ainsi de suite, c'est à vous de voir. Là, c'est Photoshop qui a traité ça, mais moi je trouve que déjà, c'est déjà un résultat pas mal et qui demande très peu de temps. On passe maintenant au côté vidéo. Là on est en 4K, 25 images par seconde, l'obturateur 1/50e et ISO 100. Il y a un peu de bruit ici, hein, là. Le ciel est quand même assez clair, limite brûlé, donc faut corriger ça en post-prod. Sinon sur un écran 4K ça donne quand même assez bien. On a des beaux détails, est bonne en dessiné like. Et on va passer à un mode qui est vachement intéressant, c'est au niveau du suivi. On sélectionne le point que l'on veut, ça peut être un bâtiment, ça peut être une personne, et c'est parti. Là on fait une fusée le plus simplement possible, vraiment. Voilà, c'est un quick shot, mais sinon, vous êtes sur l'écran, que vous êtes en train de prendre une vidéo, que vous voulez suivre quelque chose en particulier, vous avez qu'à le faire. Et c'est tout, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Franchement, c'est un réel plaisir de ne pas devoir aller dans tous les menus et sous-menus. Pour l'occasion, j'avais amené mon skate électrique et vous allez voir que très simplement, Johan me sélectionne et me lock, au final, me verrouille. Et du coup, la caméra reste focus sur moi. Vous voyez, c'est vraiment très efficace. Il n'aura plus qu'à piloter pendant cet Active Track. Et ainsi, on peut obtenir des plans très très dynamiques comme le plan de cette maison. Alors ne vous inquiétez pas, on est bien en zone verte, on respecte les règles, on ne prend pas la législation à la légère. Vous voyez que rien qu'en s'occupant du pilotage, on a vraiment de très très bons plans, je trouve. Et honnêtement, le meilleur plan, c'est celui-là. Mais bon, Johan, il est quand même assez doué dans le pilotage, hein, honnêtement. On va pas se le cacher.
mais c'est ultra dynamique et surtout à la fin, vous allez voir que c'est complètement fou ce qu'on peut faire avec l'Active Track en suivant quelqu'un en skate électrique. Au top. Pendant cet essai, on a remarqué que le drone s'arrêtait là, ici, à ce moment-là, tout seul pendant l'Active Track. Est-ce qu'il détectait le fil? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il s'arrêtait à ce moment-là. L'Active Track est censé prédire le déplacement de la personne, de l'objet que l'on suit. Et à ce moment-là, il décroche. C'est pour cette raison qu'il faut rester très vigilant avec l'Active Track parce que c'est un mode automatique et les modes automatiques, c'est pas infaillible. On a réalisé ces 3 images-là sur un vol identique, aux conditions identiques, en normal HDR et Destiny Like. Et au niveau de la qualité, on voit que le Destiny Like apporte énormément de bruit dans l'image. Et ça, c'est un gros problème. Le HDR, bon, pas top, mais le normal, ça va encore. Donc voici pour la qualité des images. Pour ce drone-là, je dirais Sky is the limit, Stratosphere is the limit, enfin voilà. Vous avez bien compris le truc. En gros, pour moi, c'est DJI Fly qui limite un peu les capacités, les compétences de ce drone. C'est un peu frustrant. C'est frustrant parce qu'on sait qu'il peut un peu plus que ça au niveau des réglages, hein, bien sûr. Après, au niveau de la caméra, tout ça, on n'empiète pas sur les autres gammes. C'est une logique marketing, hein, bien sûr. Sinon, DJI ne vend plus ses gammes au-dessus, hein, honnêtement, ça va être ça. Et dans une logique, une stratégie d'harmonisation de ces drones, on a un form factor qui est identique ou qui se rapproche fortement en tout cas du Mavic 2 Pro. Et c'est ce que veut DJI de toute façon, c'est harmoniser sa gamme. On voit bien avec le Mini, le Mavic Air 2 et le Mavic 2 Pro ou 2 Zoom, on a toujours ce form factor qui apparaît maintenant. C'est un bon drone. C'est un bon drone. C'est un bon drone. Alors, si vous êtes débutant, franchement, c'est un bon drone pour débutants. Si vous venez d'un modèle ultérieur, oui aussi, c'est un bon drone. Après, je vous dirais de ne pas forcément vous précipiter, d'attendre un petit peu les mises à jour, les corrections de bugs, ainsi de suite, pour pouvoir profiter pleinement des compétences de ce drone qui ne sont pas au rendez-vous complètement à l'heure où je vous parle. Son plus gros argument, honnêtement, ça va être l'OcuSync 2.0 qui donne une fiabilité, une tranquillité d'esprit quant à la transmission radio avec le drone. Comme je vous l'ai dit, vraiment, il sera simple de prendre en main ce drone. Il se pilote facilement. C'est vraiment en quelques instants, vous vous êtes accoutumé au réglage, vous êtes accoutumé donc au mouvement des sticks, à la nacelle, à tout ce qu'il faut faire, puisque DJI Fly en fait vous permet de ne pas vous soucier de trop de réglages avant le décollage. Une chose qu'on ne soulève pas assez, je trouve, c'est AdSense. Alors, l'AdSense, c'est quoi? C'est la détection de trafic aérien, que ce soit avion type ULM, hein, avion d'aérodrome, avion de ligne, bon, voilà, avion de ligne, ou bien même hélicoptère. Alors, c'est disponible uniquement aux États-Unis. Ce serait dû au hardware, hein, honnêtement, et au fait que les pièces hardware n'étaient pas en nombre suffisant pour équiper les drones aussi qui sont en Europe. C'est disponible qu'aux États-Unis. Et ça, normalement, ça devrait venir dans l'avenir. Il faudra attendre un petit peu pour pouvoir avoir des modèles de Mavic Air 2 avec ce système. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je me suis donné pas mal de mal. J'ai retourné, tourné et énormément de fois, beaucoup de scènes, hein, vraiment, je vous assure. J'ai mis du cœur à l'ouvrage et j'espère que vous l'avez vu dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez apprécié, c'est comme d'habitude, un petit pouce en l'air, ça fait pas de mal. Si vous n'avez pas aimé, ça arrive, hein, je le comprends. Hein, il y a des vidéos que je n'aime pas sur YouTube. Vous pouvez mettre un beau pouce en bas. Et sinon, si vous avez des questions, des choses que je n'ai pas abordées, des sujets, enfin voilà. Les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à réagir. En tout cas, c'est Najib pour la chaîne NKO. Je vous dis
photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!